Bonjour à toutes et à tous, on est toujours avec les solutions bioélectrolytiques et on va voir la concentration molale, la molalité. C'est pas la molarité mais la molalité. Par définition, c'est le nombre de moles de soluté dissoute dans un kilogramme de solvant et c'est exprimé en moles par kilogramme. La concentration molale est égale au nombre de moles par la masse du solvant. C'est pas la masse de la solution, mais la masse du solvant. Pour mieux comprendre cette définition, on va essayer de répondre à cet exercice. On dissout dans l'eau 187,6 g de CR2SO4 3 fois, qui a une masse molaire de 392,16 et on ajuste la solution à un volume de 1 litre. La masse volumique de cette solution est égale à 1,172 g par litre. Donc, il nous demande de déterminer la molarité initiale de la solution et par la suite de calculer la molalité initiale de la solution. Donc, essayez de répondre à cet exercice avant de voir les corrections. Tout d'abord, on va répondre à la première question. On sait que cette solution contient 187,6 g de chromium sulfate qui a une masse molaire de 392,16. Donc on a une mole du chromium sulfate pèse 392,16 g. Nous on n'a que 187,6 g. Donc, on va appliquer la règle de 3. Le nombre de moles du chromium sulfate est égal à 0,47 moles. Et pour la concentration molaire, puisque on a un volume de 1 litre, donc la concentration molaire est égale à 0,47 moles par litre. Pour la molalité, qui est égale au nombre de moles du chromium sulfate divisé par la masse du solvant qui est ici l'eau. Le nombre de moles du chromium sulfate, on l'a déjà calculé, est égal à 0,47 moles. Il suffit maintenant de calculer la masse du solvant qui est l'eau. On a 1 litre de solution. Dans ce 1 litre, on a 187,6 g de chromium sulfate. Et on a la masse volumique de cette solution qui est égale à 1,172 kg par litre. Ça veut dire que 1 litre de cette solution pèse 1,172 kg qui correspond à 1172 g. Pour connaître la masse de l'eau dans la solution, il suffit de prendre la masse totale de la solution et on va soustraire la masse du chromium sulfate qui est égale à 984,4 g. Il correspond à 0,9844 kg d'eau. Donc pour calculer la molalité, donc c'est le nombre de moles sur la masse du solvant en kilogrammes. Donc le nombre de moles, on l'a déjà calculé et la masse du solvant qui est l'eau, on l'a calculé. Donc la concentration molale est égale à 0,4858 moles par kilogramme. Maintenant, on va voir un autre type de concentration qui est la concentration équivalente. Donc, par définition, la concentration équivalente est le nombre d'équivalents grammes par litre de solution, où l'équivalent gramme représente la quantité de matière transportant une charge électrique qui est égale à 1 Faraday. Et on sait que le Faraday représente la quantité d'électricité d'une mole d'électrons équivaut
1 Faraday est égal au nombre d'Avogadro fois la charge d'un électron qui est égal à 96 485 coulombs. Par exemple, si je prends une mole de Na+, qui correspond à 23 grammes, il va transporter un Faraday, donc qui correspond à un équivalent. Si je prends une mole de Ca2+, qui correspond à 40 grammes, donc ici j'ai deux charges, il va transporter 2 Faraday, donc 2 équivalents. Pour une mole de NaCl qui correspond à 58,5 grammes, j'ai le Na+ et le Cl-, donc j'ai deux charges, donc il va transporter 2 Faraday, donc 2 équivalents. En d'autres termes, pour une solution ionique, la concentration équivalente d'une espèce ionique I est égale au produit de la concentration molaire ionique par la valeur absolue de la valence Z. Donc la concentration ionique est égale à la concentration molaire fois la valence Z et elle est exprimée en équivalent par litre. Donc pour une solution contenant plusieurs espèces ioniques différentes, la concentration équivalente est égale à la somme des concentrations équivalentes des formes anioniques et cationiques. Et d'après le principe de l'électroneutralité, on a la somme des charges négatives qui est égale à la somme des charges positives. Et on déduit que la concentration équivalente est égale à 2 fois la somme des charges négatives ou 2 fois la somme des charges positives. Et pour bien comprendre tout ça, on va essayer de résoudre cet exercice. Considérons une solution de Na2SO4 qui a une masse molaire de 142 grammes par mol, obtenue après dissolution d'une masse de 14,2 grammes de cristaux Na2SO4 dans 500 ml d'eau. Donc, il nous demande de calculer la concentration équivalente de cette solution. Donc, essayez de résoudre cet exercice avant de voir les corrections. Après dissolution du Na2SO4 dans 500 ml d'eau, donc c'est une dissolution ionique, j'aurai 2 ions Na+, et un ion SO4 de moins. Donc pour calculer la concentration équivalente, je dois tout d'abord calculer la concentration molaire. Donc une mole de Na2SO4 pèse 142 grammes. Nous, on n'a que 14,2 grammes, donc 14,2 fois 1 sur 142. Le nombre de moles de Na2SO4 dans 500 ml d'eau est égal à 0,1 mol. Et on sait que la concentration molaire est exprimée en mol par litre. Donc là, la concentration est exprimée en mol par 1 demi-litre. Donc on doit multiplier par 2. Donc 0,1 mol de Na2SO4 dans 500 ml. Donc pour 1 litre, combien j'aurai? 2 moles. Donc 1000 fois 0,1 sur 500, c'est la concentration molaire de Na2SO4 qui est égale à 0,2 mol par litre. Donc c'est la concentration molaire de Na2SO4 attachée. Donc pour calculer la concentration équivalente de Na2SO4, on sait que la concentration équivalente de Na2SO4 est égale à la concentration équivalente des cations plus la concentration équivalente des anions. Les cations ici, ce sont les Na+, et les anions, ce sont les SO4 de moins. La concentration équivalente de Na+, est égale à la concentration molaire de Na+, fois la valeur absolue de Z qui est ici, plus 1. Plus la concentration molaire de SO4 de moins, fois la valeur absolue de Z qui est ici, moins 2. Donc on remarque ici que si j'ai une mole de Na2SO4
attaché, j'aurai 2 moles de Na+, et 1 mole de SO4 de moins. Par conséquent, la concentration équivalente de Na2SO4 est égale à la concentration molaire de Na+, et la concentration molaire de Na+, est égale à la concentration molaire de Na2SO4 fois 2. Donc, si j'ai 1 mole de Na2SO4, j'aurai 2 moles de Na+. Donc, 2 fois 0,2 qui est la concentration molaire de Na2SO4 attachée, fois la valeur absolue qui est plus 1, de Z qui est ici plus 1, plus la concentration molaire de SO4 de moins qui est égale à la concentration molaire de Na2SO4 attaché, donc 0,2, fois la valeur absolue de Z qui est ici moins 2, est égale à 0,8 équivalent par litre. Donc la concentration équivalente de Na2SO4 est égale à 0,8 équivalent par litre. On passe à la définition du degré de dissociation. Donc la dissociation partielle au total d'un soluté dans l'eau est parfaitement définie par le degré de dissociation alpha comme suit. Donc alpha est égal au nombre de molécules dissociées divisé par le nombre de molécules initiales. Et alpha est entre 0 et 1. Selon les valeurs de degré de dissociation, on peut distinguer 3 cas particuliers. Lorsque nous n'aurons pas une dissociation telle que le glucose, par exemple, comme on a déjà vu, donc alpha est égal à 0. Parce qu'on a une dissociation moléculaire. Donc une molécule, ça reste toujours une seule molécule. Donc une molécule est égale à une particule. Dans ce cas, on déduit directement que l'osmolarité est égale à la masse, à la concentration molaire ou la molarité. Donc l'osmolarité est égale à la concentration molaire. Lorsque nous aurons une dissociation partielle telle que l'acide acétique, on a alpha entre 0 et 1. Donc une molécule va donner plusieurs particules, des ions qui ont été cassés par la molécule d'eau et des molécules non dissociables, donc des molécules qui restent intactes de l'acide acétique. Dans ce cas, l'expression générale de la concentration osmolaire de la solution devient, donc l'osmolarité est égale à la concentration molaire de l'acide acétique fois 1 plus alpha fois bêta moins 1. Et bêta représente le nombre des ions créés par la dissociation. On va faire l'exercice suivant pour mieux comprendre qu'est-ce que le degré de dissociation. On considère une solution d'acide benzoïque qui est un électrolyte faible. La concentration molaire est égale à 10-2 mol par litre. Le taux de dissociation de cet acide dans l'eau est égal à alpha est égal à 7,9%. Donc c'est le taux de dissociation. Et le degré de dissociation, alpha est égal à 0,079. Donc c'est un pourcentage. Le degré de dissociation fois 100 est égal à 7,9%. La réaction de cet acide avec l'eau est donnée par l'équation suivante. Donc C6H5COH plus H2O va nous donner le C6H5COO- aqueux plus H3O plus aqueux. Donc il y a une partie de l'acide benzoïque qui va donner le C6H5CO- et le H3O+, et la majorité des molécules va rester intacte. Donc, il nous demande de calculer l'osmolarité de cette solution. Comme d'habitude, essayez de résoudre l'exercice avant de voir les corrections. On sait que l'osmolarité est égale au nombre de particules par 1 litre de solution et elle est exprimée en osmol par litre. Dans cet exemple, on a l'acide benzoïque avec une concentration de 10 à la puissance moins 2 mol par litre
Ça veut dire que si je prends 1 litre de cette solution, j'aurai 10 à la puissance moins 2 mol d'acide benzoïque. On a aussi le taux de dissociation qui est égal à 7,9%. Ça veut dire que si je prends 100 molécules d'acide benzoïque, après dissociation, j'aurai que 7,9 molécules qui vont être dissociées pour donner 2 ions, le C6H5CO- et le H3O+, et le reste des molécules, ça veut dire 92,1 molécules, vont être intactes. Donc la molécule d'eau va casser juste 7,9 molécules et le reste va être intact. Donc pour calculer l'osmolarité, je vais tout d'abord calculer le nombre de molécules dissociées. Donc si je prends 10 à la puissance moins 2 mol, c'est la totalité des molécules. Je vais la considérer comme 100% de molécules d'acide benzoïque. Et je sais que 7,9% des molécules vont être dissociées. Donc le nombre de moles dissociés, c'est 7,9 fois 10 à la puissance moins 2 divisé par 100 est égal à 0,00079 moles de molécules qui vont être dissociées. Et on sait que chaque molécule va générer 2 ions. Donc, le nombre de moles dissociés, on sait qu'il est égal à 0,0008179 moles. Et le nombre d'ions, donc c'est ce chiffre fois 2, donc est égal à 0,00158 ions ou particules. Donc maintenant je sais le nombre généré après dissociation d'ions est égal à 0,00158 ions. Il me reste combien j'ai de molécules d'acide benzoïque non cassées. Tout simplement, je vais prendre le nombre de moles initial moins le nombre de moles dissociés qui est égal à 0,00921 molécules d'acide benzoïque non dissociées. Et l'osmolarité, on a dit qui est égal au nombre total des particules. Donc le nombre total des particules, c'est le nombre des ions générés, qui est égal à 0,0158, plus le nombre de molécules d'acide benzoïque non dissociées, qui est égal à 0,00921. Donc l'osmolarité est égale à 0,1079 osmoles par litre. On peut aussi calculer l'osmolarité directement avec la relation. Donc, l'osmolarité est égale à la concentration molaire d'acide benzoïque qui est égale à 10-2 mol par litre, donc 10-2, 1 plus alpha qui est le degré de dissociation, donc 0,079. Bêta, c'est le nombre d'ions générés, donc ici 2 ions, 2 moins 1. L'osmolarité donc est égale à 0,01079 osmoles par litre. Maintenant, on va voir le coefficient d'ionisation de Van Hoff. Le coefficient d'ionisation I d'un électrolyte fort est égal au rapport entre le nombre de particules obtenues durant la dissociation et le nombre de molécules initiales introduites dans le solvant. Donc I est égal au nombre de particules sur le nombre de molécules, qui est égal à l'osmolarité sur la concentration molaire. Donc W sur la concentration molaire. II, il est sans unité. Une autre expression du coefficient d'ionisation décrit le cas des électrolytes faibles. Donc I est égal à l'osmolarité sur la concentration molaire. Si je remplace l'osmolarité ici par
la relation qu'on a déjà vue. Donc, on obtient le coefficient d'ionisation est égal à 1 fois le alpha bêta moins 1. On passe à la constante d'équilibre pour un électrolyte faible binaire de type AB. Donc AB va générer deux ions, le A- et le B+. Dans le temps T est égal à 0, j'avais une concentration totale de AB et j'avais 0 molécule de A-, 0 ion de A- et 0 ion de B+. Dans le temps T, j'aurai le nombre de molécules AB est égal à la concentration molaire de AB initiale fois 1 moins alpha. Le nombre des ions A- est égal à alpha fois la concentration molaire et le nombre des ions B+ est égal à alpha fois la concentration molaire. Donc, la constante d'équilibre est définie par le quotient. Donc, K est égal à la concentration des ions A- fois la concentration des ions B+, divisé par le nombre ou la concentration des molécules non dissociées de AB. Donc, est égal à alpha à la puissance 2 fois la concentration molaire divisé par 1 moins alpha. Donc, si alpha est négligeable, on peut écrire K est égal à alpha à la puissance 2 fois C sur 1. Donc, alpha à la puissance 2 fois C. Donc, alpha est égal le racine carrée de K sur C. Sinon, donc, si alpha n'est pas négligeable, donc alpha à la puissance 2 fois C plus K fois alpha moins K est égal à 0. Pour un électrolyte faible de type AB2, donc AB2 va générer deux ions A- plus un ion B2+. Dans le temps T est égal à 0, j'avais une concentration molaire de AB2 et 0 concentration de A- et 0 concentration de B2+. Après un certain temps, j'aurai une concentration de molécules AB2 non dissociées qui est égale à la concentration molaire fois 1 moins alpha. La concentration des ions A- est égale à 2 fois alpha fois la concentration molaire. La concentration des ions B2+ est égale à alpha fois la concentration molaire. Donc la constante d'équilibre est égale à la concentration des ions A- au carré fois la concentration des ions B2+ divisé par la concentration de AB2 non dissocié. Donc, est égal à 4 fois alpha à la puissance 3 fois la concentration molaire à la puissance 2 divisé par 1 moins alpha. Pour un électrolyte faible, alpha croît lorsque la concentration diminue. Et ainsi, à forte dilution, il se comportera comme un électrolyte fort. Lorsque la dilution devient infinie, la concentration C tend vers 0, le taux de dissociation alpha tend vers 1. Donc l'électrolyte faible tend vers un électrolyte fort. Maintenant, on va voir la mobilité ionique. En appliquant une différence de potentiel U entre deux électrodes distantes de D, on va créer un champ électrique E. Donc, en appliquant une différence de potentiel U entre deux électrodes qui sont séparées par une distance D, on va créer un champ électrique qu'on appelle E, qui est égal au potentiel, à la différence de potentiel entre les deux électrodes, divisé par la distance qui sépare ces deux électrodes. Donc, U est exprimé en volts et D en mètres. Donc, E est exprimé en volts par mètre.
La vitesse par unité de champ électrique est définie comme étant la mobilité ionique. Donc, la mobilité ionique est égale à la vitesse. Donc, V représente la vitesse des ions. Ici, par exemple, les Na+, et les Cn-. La vitesse d'un ion en mètres par seconde divisé par le champ électrique, donc qui est en volts par mètre, et la mobilité ionique est exprimée en mètres au carré divisé par volt fois seconde. Donc on désigne par ni moins la mobilité des anions et par ni plus la mobilité des cations. Et la conductivité molaire d'un ion I, par exemple, notez lambda I est égal à la valeur absolue de sa valence fois la valeur absolue de sa mobilité ionique fois 1 Faraday. Il est exprimé en Siemens, donc ça c'est pas seconde, c'est grand S, Siemens fois mètre carré divisé par mol. Et la conductivité totale, c'est la somme des contributions de tous les ions. Gamma, donc notez gamma, est égal à la somme des conductivités qui est égale à la somme des concentrations molaires d'un ion fois sa conductivité molaire et c'est exprimé en Siemens par mètre. Le tableau suivant montre quelques exemples de conductivité ionique molaire et mobilité ionique de certains ions. Si je prends l'exemple de NH4+, il a une conductivité ionique molaire de 7,34 millisiemens fois mètre au carré divisé par mol. Si je divise cette mobilité ionique molaire par la valence de NH4+, la valeur absolue de la valence de NH4+, qui est plus 1, donc je tombe toujours sur 7,34. La mobilité ionique de NH4+ est égale à 76,1 10 à la puissance moins 9. Donc si je multiplie la mobilité ionique par la valeur absolue de NH4+, qui est plus 1, et par 1 Faraday, je vais tomber sur le 7,34. Je prends l'exemple du Ba2+, qui a une conductivité ionique molaire de 12,73. Si je divise cette mobilité ionique par la valeur absolue de sa valence, je vais avoir 6,36. Le Ba2+ a une mobilité ionique de 66 10 à la puissance moins 9. Si je multiplie cette valeur par la valeur absolue de sa valence qui est 2 fois 1 Faraday, je vais tomber sur le 12,73. Donc pour comprendre tout ça, on va essayer de résoudre cet exercice. La question numéro 1, écrire l'équation bilan de la dissolution du CaF2 dans l'eau. La deuxième question, calculer sa conductivité molaire, donc la conductivité molaire de CaF2. Et la troisième question, ils nous disent que la conductivité à 18 degrés d'une solution saturée de CaF2 est égale à 3,71 millisiemens fois mètre moins 1. Donc, il nous demande de déduire les concentrations molaires des ions de la solution à 18 degrés. Donc, on donne la conductivité molaire de F- est égale à 4,04 millisiemens mètre au carré mol moins 1 et la conductivité molaire de Ca2+ est égale à 10,5 millisiemens fois mètre au carré divisé par mol. Donc, essayez de répondre à cet exercice avant de voir les corrections. Pour l'équation bilan de la dissolution du CaF2, donc on a CaF2 qui va générer
un ion Ca2+, et 2 ions de F-. Et la conductivité molaire de CaF2 est égale à la conductivité molaire de Ca2+, plus 2 fois la conductivité de F-, parce que j'ai 2 ions ici, donc 2 fois la conductivité molaire de F-. Donc on a la conductivité de Ca2+, qui est égale à 10,5, plus 2 fois la conductivité de F- qui est égale à 4,04. Donc la conductivité molaire de CaF2 est égale à 18,58 millisiemens mètre au carré fois mol moins 1. Et pour calculer les concentrations molaires des ions Ca2+ et F-, on va utiliser la conductivité de la solution. Donc on sait que CaF2 génère un ion Ca2+ plus 2 ions F-. Donc la concentration de Cf- est égale 2 fois la concentration de Ca2+. Si j'ai une mole de CaF2, j'aurai une mole de Ca2+, plus 2 moles de F-. Donc, on va appliquer la relation qu'on a déjà vue. Donc, la conductivité totale, ici de la solution, est égale à la somme des conductivités de chaque ion, et qui est égale à la somme des concentrations molaires de l'ion fois sa conductivité molaire. Donc, la conductivité totale de la solution, ici, est égale à la concentration molaire de l'ion Ca2+, concentration molaire de l'ion Ca2+, fois sa conductivité, donc fois sa conductivité, plus la concentration molaire de F- fois sa conductivité molaire. Donc, qui est égal à Ca2+, plus la conductivité de Ca2+, plus, je remplace le F- par 2 fois Ca2+. Donc, 2 fois Ca2+, fois la conductivité molaire de F-. Donc, la conductivité totale est égale à Ca, la concentration molaire de Ca2+, fois la conductivité de Ca2+, plus 2 fois la conductivité de F-. Donc, la conductivité de la concentration molaire de Ca2+ est égale à la conductivité totale de la solution divisée par la conductivité molaire de Ca2+, plus 2 fois la conductivité molaire de F-. Donc, la concentration molaire de Ca2+ est égale à 3,71 divisé par la conductivité molaire de Ca2+, qui est 10,5, plus 2 fois la conductivité molaire de F-, qui est 4,04. Donc, la concentration molaire de Ca2+ est égale à 0,199 millimoles par litre, parce qu'on a millisiemens, donc millimoles par litre. Et la concentration de F-, la concentration molaire de F- est égale tout simplement 2 fois la concentration molaire de Ca2+, donc 1,199 fois 2 est égal à 0,399 millimoles par litre.